Un an et quelques après, il a été libéré en attendant son procès. Ce jour-là, c'était terrible. Pour moi, je revivais la mort de ma soeur. Laisser ce gars-là sortir alors qu'il a tué ma soeur, pour moi, il a tué une deuxième fois. Dans la nuit du 14 au 15 août 2009, ma vie a basculé. Enfin, la vie de ma famille a basculé. J'ai été chez ma mère ce jour-là. J'attendais ma fille. J'avais 6 à 7 mois de grossesse. J'étais chez ma mère. À minuit, mon autre sœur reçoit un appel de quelqu'un en métropole qui lui dit que Yasmine est décédée. Elle appelle, ça ne répond pas. Donc moi j'appelle le petit ami en question qui répond tout affolé, tout. Alors, je réveille ma mère, on descend puisqu'ils habitent à 5 minutes de chez nous. Et de loin je vois une voiture de pompiers. Je me dis il doit y avoir un accident, une bagarre. On se rapproche. Je demande aux pompiers d'accéder. Je veux rentrer pour aller voir ma soeur. Et ils me répondent non, vu votre état, la grossesse, vous ne pouvez pas voir ça. Et là, j'ai pété un câble. Là, j'ai perdu le contrôle. Je suis tombée. Ma mère essayait comme elle pouvait de me ramasser. Et il me disait ouais, mais le bébé, pense au bébé. Mais moi, j'étais dans un état. J'ai pété un câble. Comme on dit dans l'expression, j'ai pété un câble. J'ai perdu le contrôle. Voilà. Mais jusque-là, pour moi, dans ma tête, il y a un accident, il y a une bagarre, qu'elle est tombée, je ne sais pas. Donc on s'installe, on ne nous laisse pas rentrer, donc on s'installe dans un parc en face, ma mère et moi, on attend. Et plus on attend, plus on voit des gens qui arrivent dans le parc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens viennent tous faire là? C'est étrange. Et puis c'est à ce moment-là que j'entends des gens parler de fusil, coup de fusil. Je me dis, mais j'étais dans un état second. Brusquement, on voit le SAMU qui arrive. Et je dis, maman, voici le SAMU. Ils rentrent et au bout de 10 minutes, ils ressortent et ils repartent. Et là, j'ai dit, maman, c'est fini. C'est fini, Yasmine est morte. Il criait, il était dans un état. Et moi, je me suis retournée, je me suis dit, mais il a pris de la cocaïne, il est drogué, mais pourquoi il délire comme ça? Enfin, c'était difficile. Ensuite, donc il a été placé en garde à vue. Et je crois qu'il a été de suite incarcéré, je crois. Je crois qu'il a été directement en prison. Le petit charmant jeune homme demandait à être libéré chaque mois. Donc, l'avocat qui faisait de la figuration se présentait, il n'était pas libéré. Un beau jour, ce monsieur ne s'est pas présenté et le gars a été libéré. Un an et quelques après, il a été libéré en attendant son procès. Ce jour-là, c'était terrible. Pour moi, je revivais la mort de ma soeur. Laisser ce gars-là sortir alors qu'il a tué ma soeur, pour moi, il a tué une deuxième fois. Donc, entre-temps, ma mère a voulu prendre un autre avocat. Et elle a encore fait mauvais. Je lui ai dit, maman, enfin bon, voilà. Je ne sais pas s'il faut parler de ça, parce que bon. Ouais. Donc, en fin de compte, on a au départ pris 2 avocats qui ont réfléchi dans le dossier. Donc, la deuxième avocate appelle ma mère le jour de la reconstitution. Donc, ça devait se passer, parce que en fait, ça s'est passé chez le gars, chez les parents du gars. Il faut savoir que ma soeur était très jeune. Elle avait 18 ans et demi et le gars aussi vivait toujours chez ses parents. Ils étaient tous les deux étudiants. Ça s'est passé chez lui. Donc le jour de la reconstitution,
L'avocate, la deuxième, appelle ma mère pour lui dire que oui, mais finalement, je ne pourrais pas être là. Donc, est-ce que votre fille peut aller à la reconstitution et prendre des notes pour moi? D'accord, donc j'arrive, j'ai le cœur qui explose, j'ai ma tête qui explose. C'est la première fois que je retourne vers les lieux où ça s'est passé. Et on attend, on voit les gens qui arrivent, le fourgon qui arrive avec le garçon en question, il descend, il a un comité d'accueil, ses amis qui étaient là en train de l'applaudir. Je te dis pas comment j'avais mal au cœur, parce qu'il a fallu qu'il tue ma soeur pour qu'il devienne un héros. Et donc, je me rapproche un petit peu quand même, et le juge d'instruction qui se rapproche, qui vient vers moi et qui me dit « Ah non, bonjour, je lui explique que l'avocate ne peut pas venir. » Il me dit « Ah non, mais on ne peut pas vous laisser rentrer, vous comprenez, on est nombreux, il y a les photographes, il y a ceci, il y a cela. J'imagine plutôt que c'est parce que c'était chez la personne qu'on m'a interdit l'accès. C'était horrible. Sa ligne de défense était que il a vu un clip où il y avait quelqu'un qui dansait avec un fusil et qu'il voulait montrer à ma soeur. Il voulait singer le clip et que pendant qu'il dansait, le coup de feu est parti. Voilà, bon. Ok, d'accord, sauf que moi, ma soeur, je la connais. Ma soeur, c'est, entre guillemets, quelqu'un qui n'aurait jamais supporté la vue d'une arme. Non, c'était quelqu'un de très méfiant, non. Donc, je ne crois pas qu'elle aurait accepté que le gars danse avec une arme ou quoi que ce soit. Ensuite, on a reçu entre-temps donc l'autopsie. Et c'était complètement, ça ne tenait pas debout. Parce que ma soeur a reçu un impact ici. Donc, tu sautes avec un fusil comme ça, la balle part et elle fait le tour comme ça pour tomber là. Non, c'est pas possible. Et en plus, l'autopsie nous a bien clairement expliqué qu'elle était en position de défense. C'est-à-dire qu'elle était comme ça. Elle était, puisque le sang, on a trouvé du sang sur là, les cuisses, et elle a eu une partie du pouce arrachée. Donc clairement, elle était en position de défense et la balle a arraché une partie de son pouce. Mais ça, tu vois, un juré n'a pas toute l'amplitude pour comprendre. C'était une exécution, il a pointé, elle s'est mise comme ça, elle a essayé de... Peut-être qu'elle a pleuré, et il a tiré. Voilà, c'est tout. Il a exécuté. Et jusqu'à aujourd'hui, 12 ans après, il n'a jamais dit pourquoi. Il n'a pas dit. Bon. Vu que les deux avocats n'avaient pas assuré, on a eu la mauvaise surprise de voir que le juge d'instruction avait requalifié les faits. Donc, il n'était plus poursuivi pour meurtre, mais il était poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on bascule dans un autre cursus de peine. S'il risquait 30 ans, là, le truc descend tout de suite automatiquement. Et à partir du moment où le juge d'instruction a requalifié, c'est fini. Reconstitution, instruction, tout s'est terminé. Maintenant, on reçoit la convocation pour aller aux assises. Entre-temps, on a changé d'avocat, on a pris un vrai avocat, une pointure, maître Charles Nicolas, qui, entre guillemets, a sauvé le dossier. Se retrouver dans un procès partie civile, c'est horrible. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Et le jour, je me rappelle du premier jour, l'ouverture du procès, je me rappelle que je suis dans ma voiture et je roule et mon cœur commence à palpiter. Il faut dire aussi que j'avais pris peut-être quelque chose pour m'aider à dormir. Et là, je me suis dit, je vais faire... je sais pas, je vais pas survivre, quelque chose va m'arriver avant si j'avais trop mal. Et donc, on arrive et donc le monsieur arrive, libre, donc bien habillé, voilà. Et tout de suite, donc parce qu'il y a la famille qui est avec nous, il y a la famille du monsieur, mais il y a aussi des gens qui viennent, des badauds, qui viennent assister parce qu'ils ont entendu parler de l'affaire et donc ils viennent, c'est une audience libre. Et j'entends, ah mon Dieu, mais un beau garçon comme ça, c'est lui qui a fait ça, mais c'est pas possible. C'est horrible. Donc vous êtes là à subir ça.
C'est horrible. C'est horrible. Et donc, à un moment dans les débats, on demande, je ne sais plus qui c'est qui demande, si c'est le président des assises ou notre avocat, à voir le fusil. Et voilà. Et là, on sort le fusil. Un fusil à pompe. Je ne vous dis pas le choc. De savoir que c'est cette chose-là que ma soeur, c'est la dernière chose que ma soeur a vue pointer sur elle. C'est horrible. Et ma mère, bon, on pleure, on essaie de tenir. Suspension d'audience, on va manger. On arrive dans un petit restaurant juste à côté et ma mère tombe. Ma mère s'effondre, elle tombe. Le cerveau arrête de fonctionner. On est obligé d'appeler les pompiers, de la faire hospitaliser. Et donc, on nous dit après que son cerveau voilà, a arrêté de fonctionner. Donc, on la garde pour la nuit. Donc, l'après-midi, elle n'est pas là. Et à un moment, le président des assises, puisqu'on va recevoir le médecin qui a fait l'autopsie, nous prévient que voilà, bon, même le médecin qui a pratiqué l'autopsie va venir donner voilà, hein, ce qu'il a vu, ses conclusions. Mais si c'est trop difficile pour vous, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de... Et je n'oublierai jamais mon avocat qui nous dit, mais pourquoi ils veulent vous faire sortir? Parce que vous êtes les victimes, mais vous devez cacher votre souffrance. Si vous avez envie de pleurer, vous restez là et vous pleurez. Ils ont le droit de voir que vous souffrez. Personne ne bouge, vous restez là. Il a eu copie de 10 ans seulement. Et vu toutes les nouvelles lois, au bout de la moitié de sa peine, il pouvait déjà avoir un aménagement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein. Je pense que... il faut se dire des fois que peut-être qu'on a une destinée. Peut-être que ça devait arriver, je ne sais pas. Et Dieu nous fournit des choses pour nous rattacher. Moi, par exemple, j'attendais ma fille quand ça s'est passé. J'attendais ma fille. Et c'est un peu ça qui m'a raccroché à la vie, qui m'a dit non, il faut que tu continues parce que tu as mis un enfant sur terre, il faut continuer. Donc ma mère et ma soeur, l'autre soeur, se sont beaucoup raccrochées à ma fille aussi. On s'est focalisé autour de ça et ça nous a tenus et on a continué. Et voilà, au fur et à mesure, on n'y pense plus, on essaie de... Il y a des dates qui restent, il y a des choses qui restent, mais bon, on avance. Si je peux conclure, c'est que je vais m'adresser aux gens en général, aux hommes, aux femmes. Il ne faut pas tuer quelqu'un, ça ne sert à rien, ça ne va pas résoudre les problèmes. Et quand vous tuez quelqu'un, vous détruisez une famille entière qui ne pourra jamais faire son deuil, qui ne pourra jamais oublier, qui ne pourra jamais s'en remettre. Ne faites pas ça. Ne tuez pas quelqu'un. Non, il y a d'autres solutions.